Le climat social est tendu et le gouvernement tente d'y répondre. Il tente d'y répondre face au personnel hospitalier, il tente d'y répondre avant la grande manifestation du 5 décembre à laquelle appelle la France Insoumise. Et c'est avec Adrien Quatennens que nous sommes ce matin, député de la France Insoumise, numéro 2 de ce mouvement. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Alors, le plan hôpital est tout frais dans le public depuis quelques instants, puisque le Premier ministre a fait quelques annonces, 3 types d'annonces en gros. Une prime annuelle pour les personnels qui gagnent moins de 1 900 € par mois, une prime annuelle de 800 € en Ile-de-France, parce que ils estiment qu'en Ile-de-France, quand on vit en Ile-de-France, les frais ne sont pas les mêmes que quand on vit en province. Un budget de 1,5 milliard pour essayer de redynamiser l'hôpital sur 3 ans. Sur 3 ans. Et puis la reprise d'un tiers de la dette. Cette dette est de 30 milliards, de 10 milliards donc, également sur 3 ans. C'est substantiel, dirons-nous. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? Je crois que c'est un encouragement à continuer la mobilisation. Parce qu'incontestablement, il y a un bouger de la part du gouvernement. L'hôpital public, ça fait des mois, des années même qu'il est en tension. Ça fait 8 mois qu'il y a des grèves. Ouais. Ça a commencé par les services d'urgence. Ouais. Premier réceptacle sans doute de la crise, mais évidemment, ce qui impacte les services d'urgence impacte ensuite, on le comprend bien, les étages. On a vu jeudi dernier une grande manifestation. D'ailleurs, 1h30, moi, il m'a fallu pour voir tout le cortège défiler à Paris, et avec quelque chose de neuf. C'est que là, vraiment, tous les services de l'hôpital public étaient mobilisés. On a vu aussi beaucoup de maternités. Et fait nouveau, on a vu les médecins, les professeurs, se joindre à cette manifestation, alors que, vous en conviendrez, ils ne sont pas forcément habitués à ce type de mobilisation. Pour exprimer une chose, c'est que ça fait maintenant des mois que le gouvernement nous dit que s'agissant de la crise de l'hôpital public, il suffirait en quelque sorte de réorganiser, de restructurer, de redéployer des moyens. Et comme l'avait dit M. Macron, on en verrait les effets peut-être dans quelques années. Tout le monde voit bien d'abord, premièrement, qu'on ne peut pas attendre quelques années pour en voir les effets. Ceux qui nous écoutent et qui ont fait l'expérience de l'hôpital public pour eux ou pour leurs proches récemment voient bien que ça craque de tous côtés, que ça n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme la France. Mais surtout, je crois qu'il fallait que Mme Buzyn entende quelque chose, c'est qu'il faut du fric pour l'hôpital public. Alors, il faut arrêter de mégoter. Est-ce que le compte y est ou est-ce que ça va dans la bonne direction ? Je vais vous dire très franchement, Yves Tréhard, et ce n'est pas disons par satisfaction de la contestation pour la contestation, mais si on regarde les mesures qui viennent d'être annoncées à l'instant par le Premier ministre et la ministre de la Santé, c'est une provocation. Penchons-nous à l'instant sur les sommes que vous avez annoncées. 1,5 milliard, nous dit-on, pour l'hôpital public sur 3 ans. D'accord ? Après avoir, depuis le début de ce quinquennat, réalisé 12 milliards d'économies sur les dépenses de santé. Yves Tréhard, 1,5 milliard d'euros. Songez que c'est le budget annuel de fonctionnement du seul CHU de Lille. Où est-ce que vous trouvez vos 12 milliards d'économies ? C'est tout ce qui a été réalisé sur les différents plans de financement de la sécurité sociale, notamment via l'ONDAM, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà la vérité. Donc 1,5 milliard, c'est un petit pansement sur en réalité une rustine, j'ai envie de dire, sur un pneu qu'il faut changer intégralement. La revalorisation des salaires ? Alors non, il n'y a pas de revalorisation des salaires, il y a en quelque sorte des primes. Des primes, nous dit Agnès Buzyn, qui sont des primes annuelles, 300 €, 800 €, y compris avec de la géométrie variable selon que vous êtes à Paris et la Petite Couronne ou ailleurs en France. Mais il y a des revendications qui sont claires, que Mme Buzyn, auxquelles elle ne donne pas suite. Les professionnels de santé, et notamment les infirmières, les soignants, réclament des hausses de salaire, pas des primes à géométrie variable. Il y a notamment cette revendication d'une revalorisation des salaires de 300 € mensuels. C'est un écran de fumée, tout ça ? Vous savez que nos infirmières, par exemple, en France, une grande puissance, la France, on en convient, vous et moi, sont 26e en termes de rémunération sur 29 dans le classement de l'OCDE. Donc, si vous voulez, ça n'est pas à la hauteur. Mais le pire de tout, vraiment, pour avoir écouté avec précision Édouard Philippe et Agnès Buzyn, vous savez, les professionnels de santé et globalement le personnel hospitalier, soignant ou non soignant, ne réclament pas à s'enrichir comme ceux qui ont le plus bénéficié de la politique fiscale et budgétaire de M. Macron. Ils demandent à pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions, à ce qu'on arrête les fermetures de lits, 69 000 fermetures de lits en 15 ans, et simplement à ce qu'on puisse faire ce qu'on apprend en formation. Et donc ça n'est pas suffisant, surtout s'agissant des effectifs. Il faut recruter des soignants, des médecins. À la France Insoumise, nous avions proposé 62 500 médecins en plus ou soignants à l'hôpital.
C'est ce que nous avions chiffré en termes de besoins au vu de ce qui apparaissait sur le terrain. Et je crois que c'est extrêmement important de le dire. Vous invitez le personnel hospitalier à venir rejoindre la manifestation du 5 décembre? Mais bon, moi d'abord, je ne suis pas responsable syndical. Ce n'est pas à moi de décider de ce que font les personnels. Mais vous évidemment y serez le 5 décembre. Oui, moi j'y serai. Et de mon point de vue politique, je considère que effectivement, les mobilisations qui sont encore appelées par le personnel de l'hôpital public, on a entendu parler du 30 novembre, du 5 décembre, s'agissant de la grande convergence, notamment sur la question des retraites, on va en parler, qui reste fondamentale. Et j'ai entendu qu'à l'issue des annonces de monsieur Philippe et madame Buzyn, il y a notamment un nouvel appel de l'hôpital public pour le 17 décembre, dire s'ils sont satisfaits en réalité des annonces qui ont été faites. C'est important parce que, j'en termine là, vous savez, le système de santé français, il est admiré à travers le monde. La sécurité sociale, ce modèle, c'est quelque chose qui a fait aussi la force du modèle français. Il est de qualité quand même. Mais il est de qualité, mais depuis 20 à 30 ans, il subit les conséquences d'une politique de libéralisation désastreuse. Voilà ce qu'il faut dire. Ça n'est pas à la hauteur. Je pense que franchement, quiconque, même peut-être vous, je ne vous le souhaite pas, mais si dans votre entourage, il y a des gens qui font l'expérience de l'hôpital public, eh bien clairement, vous voyez qu'il y a bien un problème. Alors après, c'est clair, il y a en quelque sorte une santé à deux vitesses. Il y a ceux qui d'un côté n'ont que leur carte vitale et donc devraient subir les conséquences d'un hôpital public qui devient indigent faute de moyens. Puis après, il y a ceux qui ont leur carte bancaire, Yves Tréhard, et qui, eux, peuvent se payer les soins dans l'hôpital privé. Eh bien, ce n'est pas le modèle que je souhaite pour mon pays. Voilà. D'accord. La manifestation du 5 décembre, vous avez dit, c'est le démarrage du grand mouvement contre la réforme des retraites, dont l'objectif inavoué est de transférer les retraites vers le privé. C'est le grand démarrage tout court pour vous. Ça doit être le démarrage d'une révolte contre le gouvernement? Écoutez, c'est un rapport de force qui s'engage. Moi, je voudrais commencer par dire que la grève, elle n'est facile ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la subissent. Et je voudrais qu'on arrête d'opposer les uns les autres. D'abord, s'agissant des retraites, pour une raison simple, c'est que le 5 décembre, celles et ceux qui feront grève, et ils vont être nombreux puisque j'observe dans les différents secteurs que beaucoup de préavis sont déposés. Moi, on me dit qu'il y a plus de préavis déposés que lors des dernières grandes échéances sur les retraites dans notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas uniquement le personnel des agents publics? Non, justement, j'y viens. Non, je vous le dis vraiment solennellement. Celles et ceux qui subiront la grève ont aussi intérêt au retrait de la réforme et peut-être à passer du côté des grévistes. Je m'explique. La réforme des retraites. La réforme des retraites, elle va concerner tout le monde. Le gouvernement nous parle beaucoup des régimes spéciaux, sans doute pour agiter aussi les divisions entre les Français. Notons au passage, Yves Tréhard, que les régimes spéciaux ne concernent que 3 petits % de la population active de ce pays. Peut-être, mais en réalité, les régimes spéciaux, surtout, il y a beaucoup de régimes qui sont à l'équilibre. Et puis, il y a des régimes aussi qui ont été négociés parce qu'il y avait en quelque sorte un contrat social. On admettait que les conditions de travail étaient différentes, mais la contrepartie, c'était des avantages. La clause du grand-père, vous seriez pour, vous, alors? Non, la clause du grand-père, c'est finalement juste… Ça consiste à n'appliquer la réforme que pour les nouveaux entrants. C'est un recul du calendrier. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le calendrier, c'est l'intention du gouvernement. Et je vous la résume. Le gouvernement nous parle d'universalité. De lisibilité. Mais à quel prix? Si c'est au prix de l'harmonisation par le bas, je n'en veux pas. Moi, vous me connaissez plutôt comme un partisan de l'égalité, mais l'égalité pas à la condition d'une grande harmonisation par le bas. Or, Yves Tréhard, ce qui va se passer avec la réforme des retraites, et qui est trop peu dit à mon avis dans le débat public, c'est que la décision centrale d'Emmanuel Macron, c'est de plafonner la part des retraites dans le PIB à 14%. C'est un peu technique, je résume. Jusqu'à présent, ce qui a fait que ça a plutôt fonctionné et que le taux de pauvreté des seniors a été plutôt contenu dans notre pays, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population augmentait, les dépenses allouées aux retraites augmentaient également. Et bien là, pour la première fois, et alors que toutes les projections démographiques nous montrent que la part des seniors dans la population française va continuer d'augmenter, eh bien on va plafonner les ressources. Donc il va y avoir un décrochage. Et dès lors, il faut faire ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Alors j'y viens, parce que dès lors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décrochage entre le nombre de retraites à servir et le financement. Donc Emmanuel Macron, lui, son choix est clair. Il nous dit en substance, pour schématiser, vous serez toujours plus nombreux à table, mais je refuse de cuisiner un gâteau plus gros. Donc le système par points permet juste de couper de plus petites parts. Conséquence, soit les pensions vont baisser, soit par capitalisation, à votre avis ? Soit les pensions vont baisser, soit vous allez devoir travailler beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai regardé par exemple ma génération, celle de 1990. L'âge d'équilibre dans le rapport de Levoy, c'est 66 ans et demi. Ça veut dire 3 ans au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que c'est pas fatal, d'une certaine façon, de travailler plus longtemps alors que l'espérance de vie progresse et que le nombre d'actifs, malheureusement, lui, progresse pas beaucoup? Regardons, on peut l'étudier, mais aujourd'hui, déjà, dans la situation actuelle, est-ce que travailler plus longtemps dans la vie fonctionne?
Emmanuel Macron nous a souvent dit on vit plus longtemps. Le taux d'employabilité est faible chez les plus âgés. On vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Bon, d'abord, la réalité, vous savez, nous on le dit souvent, c'est que c'est notamment à mesure que le temps de travail a diminué que l'espérance de vie a aussi augmenté. Mais surtout dire une chose qui est importante, Yves Tréhard. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler plus longtemps, ça marche déjà? Vous avez dans ce pays quelques 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation et attendent de pouvoir partir en retraite. À l'âge de partir en retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Est-ce que vous souhaitez que la journée du 5 décembre soit le début d'un blocage du pays? Je souhaite que la journée du 5 décembre soit le début d'un rapport de force qui permette de faire battre le gouvernement en retraite sur sa réforme des retraites. Ça veut dire la retrait pure et simple de la réforme. Ça veut dire qu'il faut retirer cette réforme. Pour autant, vous n'avez pas devant vous un défenseur du statu quo. Oui, jusqu'à présent, le système a bien fonctionné. D'ailleurs, ça a été dit par le gouvernement. Oui, mais il est très inégalitaire. Il n'y a pas d'urgence. Oui, mais en quoi le système par points, Yves Tréhard, va corriger les inégalités? Je vous le dis tout de suite, le système par points ne va pas corriger les inégalités persistantes, notamment d'espérance de vie, entre un cadre et un ouvrier, entre un riche et un pauvre. Donc, pour reprendre une expression macronienne, c'est de la pipe que de considérer que l'universalité va corriger les inégalités. Vous êtes pour la convergence des luttes et que tout le monde se retrouve le 5? Je suis pour que le 5 soit engagé le rapport de force le plus massif, donc nécessairement que vous n'avez pas réussi jusqu'à pacifique. présent. Mais moi, je vous le dis, je ne suis pas syndicaliste et la France Insoumise n'est pas un syndicat. On sait que Jean-Luc Mélenchon avait appelé, juste après l'élection du président de la République, est-ce que les gens marchent sur les Champs-Élysées? Nous venons au renfort des mobilisations et dès le 5 décembre, nous devrons accompagner, aider, encourager ces mobilisations. Mais notre tâche de responsable politique, c'est d'incarner un débouché. Moi, quand je conteste une réforme, je m'évertue à travailler à en proposer une autre. Vous allez proposer un contre-projet. Exactement. Quand est-ce qu'il va sortir ce contre-projet? Dans les prochaines semaines, le plus vite sera le mieux. Ça sera quoi ce contre-projet? Le but est d'être le plus crédible possible. C'est-à-dire que nous travaillons sur 2 grands axes, mais nous voulons le chiffrer en détail. La question posée sur les retraites, plutôt que de savoir si on fait des économies, ce à quoi Emmanuel Macron répond oui, on fera des économies sur le dos des retraités. Pour moi, la question fondamentale, elle est politique. Que voulons-nous pour nos vieux jours? Eh bien, moi, je pose 2 axes essentiels. Alors lesquels? Vite, parce que le premier, que l'on puisse partir à la retraite à un âge décent, c'est-à-dire un âge où on n'est pas cassé par le travail. Aujourd'hui, c'est 62 ans l'âge légal. Pour moi, ce serait la liberté de partir dès 60 ans en retraite. Et ensuite, de dire que quand vous partez en retraite, votre niveau de vie ne doit pas s'écraser. Donc un maintien du niveau de vie et des pensions dignes, par exemple. Pour ça, Adrien Quatennens. Eh bien, parlons-en un instant. Il faut de l'argent. Je vous pose quelques pistes très rapidement. Lesquelles? À court terme, par exemple, mettre fin à l'inégalité salariale de l'ordre de 20% persistante entre les femmes et les hommes. Songez-y, si on le faisait, le nombre de cotisations supplémentaires pour financer à court terme les retraites s'améliorerait. L'augmentation des salaires. Quand plafonner les différences de salaire aussi? Faire en sorte que véritablement cette inégalité insupportable, et d'ailleurs il y aura une marche féministe le 23 novembre à laquelle je participerai à Paris, cette inégalité est insupportable, elle n'est pas justifiée. Ça, et si on la solutionne, on a des cotisations en plus. Mais Yves Tréhard, regardez, quand nous parlons par exemple à la France Insoumise d'augmenter les salaires, parfois on nous dit oui, tout ça est démagogique. Augmenter les salaires, c'est aussi augmenter les cotisations pour financer les retraites. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Si on augmente de 1% les salaires par exemple, eh bien on aurait 2,5 milliards de cotisations en plus. Oui, quand nous parlons de planification… Les entreprises sont en mesure de pouvoir augmenter les salaires comme vous le dites? Mais les entreprises, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un modèle avec lequel il faut rompre, où c'est juste la concurrence libre et non faussée, la compétition, alors qu'on a de grands objectifs à réaliser. Vous voyez, quand par exemple je parle de relance de l'activité avec la France Insoumise sur la base de la planification écologique, changer le modèle agricole, changer le modèle énergétique, ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas en un jour, mais si on crée vraiment de l'activité et de l'emploi dans ce pays, on a aussi des cotisations en plus. D'accord. Et j'en termine. 2 autres axes, très rapidement. La mise à contribution des revenus financiers des entreprises qui aujourd'hui ne cotisent pas, parce que la retraite, c'est aussi une question de la répartition de la valeur. Et enfin, réhabiliter la cotisation pour se caler. Quand M. Macron vous dit, en baissant les cotisations, j'augmente votre pouvoir d'achat, en fait, il vous fait un cadeau que vous payez vous-même. Parce que baisser les cotisations, c'est demain moins de dépenses de santé, on parlait de l'hôpital, et potentiellement ensuite un affaiblissement des retraites. 3 petites questions politiques. La première, c'est que les colères montent, effectivement, c'est pas tant. Mais ces colères, elles profitent, si on regarde les sondages, d'abord au Rassemblement national, beaucoup plus qu'à la France Insoumise. Eh bien, c'est un problème et il faut pouvoir s'adresser, y compris… Ça veut dire que votre discours n'est pas ajusté ou pas audible? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, vous l'avez dit, qui sont en colère et qui, à tort, je le pense, et je m'adresse à eux s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, pensent que finalement, le bulletin de vote qui permettrait de mettre un coup de pied aux fesses à tout le monde, je le dis, il y en a qui pensent comme ça, c'est le bulletin de vote Marine Le Pen. Il y en a certains qui sont
convaincus du projet ethniciste que cette femme porte, ce qui n'est pas mon avis. Et donc cela, c'est compliqué de s'adresser à eux. Elle n'en parle pas du projet ethniciste. Hein. Oui, enfin, en l'occurrence, il y a quand même des thématiques qui reviennent de manière tellement importante que ça ressemble à une espèce de bulle spéculative bien déconnectée de la réalité, hein, s'agissant notamment de ce que Mme Le Pen avance régulièrement sur l'immigration. Mais en tout cas, dire une chose, à toutes celles et ceux qui sont en colère et qui parfois se disent « bon allez, après tout, si on veut leur mettre à tous un bon coup de pied aux fesses, votons Le Pen ». Moi, je leur dis, les amis, réfléchissez un instant. Parce que souvent, quand vous regardez ce que Mme Le Pen s'apprête à faire si elle venait au pouvoir dans ce pays, le coup de pied aux fesses, c'est à vous-même que vous le mettrez. Parce que le pays s'est levé pour demander, par exemple, je prends que cet exemple, Yves Tréhard, des augmentations de salaire, et Mme Le Pen court les plateaux télé pour expliquer qu'elle est contre la hausse du SMIC. Donc je vous le dis, attention, cette femme est tellement l'incarnation des colères que même sur la question européenne, elle a bien adouci son discours. Vous savez, le système, il a choisi. Hein. Entre Le Pen et Mélenchon, il a choisi. Donc moi, je demande à tous ceux qui sont en colère d'avoir, disons, si possible, une colère propulsive, pas une colère rabougrie. Mme Le Pen, qui est vous êtes celle en train de dire que qu'incarne Mme Le Pen appartient au système? Mais je pense que c'est évident, c'est la meilleure caution, c'est l'assurance vie du système. Regardez, M. Macron ne rêve que de ça, et il en crée les conditions. Faire en sorte qu'il soit toujours en face à face. C'est l'épouvantail de confort. Voilà. Et donc, il faut en finir avec cette idée. Et moi, je m'adresse à cette part des Français qui sont en colère, qui ne sont pas des fachos. On avait dit on s'adresse aux fâchés, pas fachos, et qui peuvent entendre que la France insoumise incarne non seulement une colère, mais une colère propulsive. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je crois que je vous formule quelques propositions crédibles pour le pays. Alors, sur le plan local, est-ce que vous avez renoncé à toute ambition pour la mairie de Lille? Ah oui, j'ai clairement annoncé que je ne serais pas candidat. D'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord et centralement, parce que je tire des enseignements moi-même de la crise que nous connaissons, démocratique. Ouais. Je considère qu'il y a un divorce important entre les représentés et les représentants dans ce pays. Et j'ai considéré qu'en ayant été élu député pour la première fois en 2017 et en ayant annoncé que je serais pleinement investi dans mon mandat, eh bien peut-être j'honorais mon mandat en ne reproduisant pas des pratiques qui faisaient qu'on devient candidat classique à toutes les élections et on court finalement d'un cheval à l'autre. Voilà. Moi je suis l'un des députés les plus actifs de l'Assemblée nationale et je le serai jusqu'au terme de mon mandat. On est avec Adrien Quatennens qui répond à nos questions, à vos questions maintenant avec Julie Coulon-Profisi. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Adrien Quatennens. Les internautes. Une première question de Thomas sur Twitter donc, qui parle de l'enquête de l'INSEE qui dit hier donc, les mesures sociales et fiscales du président Macron ont profité à tous les Français avec un peu plus pour les riches, dit-il. Donc il dit vous dites que Macron est le président des riches. Pourquoi éluder le fait que ce sont tous les Français qui ont profité de l'impact financier des réformes, vous demande-t-il? Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, je dois le dire et je m'en excuse auprès de l'internaute qui nous interpelle, mais vous voyez, pas plus tard que ce matin, l'un de vos confrères, une chaîne concurrente, vérifiait en détail des chiffres que j'avais donnés lors de la conférence de presse que j'ai tenue sur le sujet budgétaire à la France Insoumise en début de semaine et ils ont été obligés d'admettre que ces chiffres étaient sérieux. Depuis 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, les 0,1% les plus riches de ce pays ont obtenu en moyenne 23 000 € de plus de revenus par an, du fait de ces mesures budgétaires et fiscales. Et notamment fiscales, oui. Et dans le même temps, notre pays atteignait des records en termes de taux de pauvreté, avec un taux de pauvreté en 2018 à 14,7%. Je dois dire une chose, vous savez, moi je ne déteste pas les riches, ce n'est pas le sujet en fait. Ce n'est pas sur le terrain de l'affect qu'il faut se poser la question. Mais il faut dire une chose, c'est que souvent les Français nous disent moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, mais par contre, je suis très embêté à voir l'extension de la pauvreté. Oui, messieurs, dames, mais comprenez qu'il y a un petit lien entre les deux. Parce que la richesse est produite et il y a la question de sa répartition. Victor Hugo écrivait « c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Il y a du vrai là-dedans. Si la richesse se concentre de manière massive entre quelques mains, de fait, mécaniquement, la pauvreté s'étend. Moi, je suis pour une meilleure répartition de l'effort, y compris parce que j'ai le souci de la relance de l'activité de ce pays et que je vois que, contrairement aux rêves d'Emmanuel Macron, les très riches n'investissent pas dans l'économie réelle, c'est faux. Ils spéculent, ils font des tas. Le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas le capitalisme soucieux de l'intérêt général. Donc, il n'y a pas de théorie du ruissellement qui tienne. Je veux dire, j'attends que quelqu'un me la démontre. Moi, en tout cas, ce que je vois, chiffre à l'appui, c'est que ça ne fonctionne pas. Julie. Alors le 5 décembre, la mobilisation sera aussi étudiante. On parle d'ailleurs beaucoup de l'influence des syndicats et des organisations d'extrême gauche dans les universités. Et pour Luc, qui est un internaute du Figaro, l'université ne doit pas devenir un lieu tenu par des militants.
Alors est-ce que ça devrait être un lieu de politisation ou non au final l'université? Mais l'université... Vous êtes très actif quand même dans les universités. Vous avez essayé d'être très actif, avec Éric Coquerel notamment. La notamment. France Insoumise est active. Évidemment que l'université, c'est aussi de fait un lieu de politisation. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on arrête aussi de considérer que la politisation, ce serait mal. Je veux dire, on a le droit de ne pas être d'accord, du point de vue que tout ça reste respectueux du débat démocratique, etc. Voilà. Là, s'agissant des étudiants, on est quand même dans un moment tout à fait particulier. Parce que depuis quelques semaines, le gouvernement, de manière assez abjecte, s'évertue à tenter de dépolitiser le geste terrible qu'a eu ce jeune étudiant lyonnais qui s'est immolé par le feu devant le Crous en ayant écrit clairement une lettre qui est à caractère politique. Donc la moindre des choses, en termes d'empathie, c'est aussi de respecter le message que lui a voulu faire passer et qui lui appartient. Et bien évidemment qu'il faut d'urgence, et c'est lié avec votre question d'avant, lutter contre la précarité dans ce pays et la précarité estudiantine en particulier. Eh bien nous avions proposé une allocation d'autonomie jeunesse, moyennant le fait que les jeunes soient insérés dans des formations qualifiantes, pour permettre aux jeunes, Yves Tréhard, la matière grise de ce pays, celle qui va avoir à entamer les plans d'avenir de planification écologique et tout le reste, de se former en étant libéré de la contrainte du salariat. Vous savez, il y a aussi une véritable... Sous condition de ressources. Condition de ressources, mais c'est important parce que, y compris, vous voyez, il y a une inégalité persistante lorsque vous êtes étudiant. Si vous avez les moyens et si vous avez la chance dans une famille où on peut vous financer vos études, vous pouvez être pleinement concentré sur votre apprentissage. Et à l'inverse, quand vous n'avez pas les moyens, vous avez souvent les conditions de logement qui sont difficiles. Et en plus de ça, vous devez travailler et bosser à côté de vos études. Il faut permettre à la jeunesse du pays, surtout compte tenu des grands défis que nous avons à accomplir par la suite, de se former sereinement et sans avoir à subir les conséquences d'une précarité qui s'étend. Julie Coulon-Profisi. Alors, un sujet culture maintenant. Donc, c'est Emmanuel Macron qui s'est dit bouleversé par la justesse du film Les Misérables, donc réalisé par l'Alger et qui aborde une bavure policière en banlieue. Pour 64-36, donc lui, il n'y croit pas. C'est une séance de communication larmoyante. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que dit Emmanuel Macron du film, c'est ça? Oui, bouleversé par la justesse du film, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Bon, moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai pas encore vu le film, mais mon souhait est de le voir. Il fait partie de la liste de ceux que j'ai à voir rapidement. J'ai vu l'émotion suscitée autour du film. Moi, je pense que finalement, s'il fallait résumer les choses, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font de la République un régime incantatoire. Vous savez, souvent, on a un parti qui s'appelle les Républicains. On parle beaucoup de la République. D'abord, la République, elle a une histoire. Elle est issue de la Grande Révolution. Moi, c'est le fil rouge de l'histoire politique dans laquelle je m'inscris. Et moi, je pense que si on est vraiment républicain conséquent, on doit s'attacher à faire en sorte que la République, qui n'est pas un régime neutre, qui porte un contenu politique, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas juste pour faire beau sur les frontons des mairies ou pour accumuler les livres dans les librairies. Liberté, égalité, fraternité est un projet politique que nous devons rendre effectif sur tout le pays. Voilà. Et je constate qu'il y a beaucoup de territoires de la République, notamment certains quartiers que vous avez pu citer et qui sont notamment mis en lumière dans ce film, où de fait la République est démissionnaire. Je crois que c'est extrêmement important de réaffirmer cela. On ne peut pas faire de l'incantatoire en la matière. Il faut notamment s'assurer que les services publics soient présents là où ils ont reculé, que le tissu associatif soit densifié et qu'on arrête de leur demander à chaque fois les coups de rabot, la fin des contrats aidés comme on l'a vu. On ne peut pas se plaindre ensuite de conséquences. Est-ce que vous ajouteriez à ce triptyque le mot laïcité? Mais ça me semble évident. Je veux dire, la République, par définition, est laïque. Et la laïcité, Yves Tréhard, disons-le, vous le savez très bien, ça n'est pas le combat contre une religion en particulier. Certains aussi dévoient la laïcité. Et c'est important de le dire. La laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est la mise à distance des controverses, notamment religieuses, du débat politique, parce que jusqu'à preuve du contraire, les vérités révélées sont indiscutables et nous mettrons jamais d'accord. Donc c'est un mode d'organisation qui permet de faire en sorte de réaffirmer une chose. Il n'y a en République qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et donc, il faut aussi, en républicain conséquent, Yves Tréhard, être parmi les premiers à s'offusquer quand une partie de la population de ce pays est stigmatisée en raison de son appartenance réelle ou supposée à une religion. Est-ce que vous étiez d'accord avec cette manifestation du 10 novembre, justement, contre l'islamophobie? À Bayonne, il y a eu un franchissement de seuil. On a tenté d'assassiner des personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le tout dans un climat de stigmatisation, y compris médiatique, où on voit des paroles se libérer qui sont inacceptables, qui sont de mon point de vue des paroles de guerre civile anti-républicaine. Et je considère aussi que s'attaquer à une mosquée et à des fidèles, c'est un acte anti-patriotique, je dois le dire. Et donc il fallait prendre une initiative.
Aucune initiative gouvernementale, institutionnelle n'a été prise. Nous-mêmes, d'ailleurs, on peut en prendre notre responsabilité à la France Insoumise. Nous avions fait des communiqués, mais il n'y avait pas d'initiative politique centrale. Il y a donc une initiative qui a été prise et notre choix, malgré le fait que tel ou tel mot, effectivement, n'est pas utilisé dans la communication de la France Insoumise, a été de dire nous allons y participer, mais sur nos mots d'ordre. Et le fait que nous y étions allés, que certains dirigeants disponibles de la France Insoumise étaient dans la rue ce jour-là, quelles que soient les compositions des cortèges par le passé, vous savez, quand il s'est agi de manifester en soutien à la famille de Madame Knoll qui avait été sauvagement assassinée, nous y étions et nous nous sommes fait cracher dessus par la LDJ et certains autres qui étaient présents. Donc nous y sommes allés sur nos mots d'ordre. La présence de la France Insoumise dans cette marche était une présence républicaine qui visait à dire à tous nos compatriotes de confession musulmane, si vous êtes stigmatisés en fonction de votre appartenance réelle ou supposée à une religion, eh bien vous avez une force politique républicaine sur laquelle vous appuyez. Et c'est aussi, j'en termine, un message qui est de dire que nous n'abandonnerons pas le combat antiraciste à certains qui peut-être auraient une vision communautaire de ce combat. Voilà. Et pourtant, vous partagez le discours de Jean-Luc Mélenchon qui dit on peut pour autant ne pas aimer une religion. Mais c'est une évidence. Je veux dire, la critique des religions est un droit. Mais par contre, critiquer la religion, admettez que ça n'est pas s'en prendre à des personnes en raison de leur appartenance, je précise, réelle ou supposée, à leur religion. Voilà. Dernière question, Julie. Alors samedi dernier, donc, lors de l'acte 53 des Gilets jaunes, un manifestant qui s'appelle Manu a été blessé à l'œil. Il a même perdu son œil. Il a d'ailleurs annoncé vouloir porter plainte. Yves, un autre que vous, réagit sur Twitter. Lorsqu'on va à une manifestation illégale aux côtés des casseurs, dit-il, on peut être blessé, mieux vaut rester chez soi. Yves a tort de considérer les choses de cette manière, mais Yves a raison sur le fait que sans doute ce qu'il décrit est l'objectif du gouvernement. Je le dis. Que s'est-il passé lors de la manifestation de samedi ? Il y avait un parcours qui avait été déposé. Dans plein d'endroits du pays, il y a eu des manifestations de gilets jaunes. Alors on ne va pas baragouiner trop longtemps sur le nombre, etc. et la forme, mais qui se sont très bien passées. À Paris, il y avait un parcours déposé par la préfecture. Moi, je me suis rendu sur ce parcours déposé, avant l'heure de démarrage de la manifestation. Vous aviez des tas de manifestants pacifiques, avec l'intention de manifester pacifiquement, qui en ont été empêchés, parce que juste avant l'heure de démarrage de la manifestation, parce que depuis le matin 9h, quelques centaines de casseurs étaient présents place d'Italie, où il y avait des chantiers en plus et donc des dangers imminents qui étaient à peu près prévisibles, eh bien, ont été empêchés de manifester. Donc, si vous voulez, cette fois-ci, c'est vraiment le droit de manifester qui a été mis en cause. Et dans le cas de Manuel, ce gilet jaune valenciennois, père de famille, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder les images. Il est à la place d'Italie, à l'endroit où il y a autorisation, en tout cas déclaration de la manifestation. Il est un manifestant pacifique. Et lui et sa femme expliquent que leur sentiment lorsqu'ils sont arrivés sur place, c'est qu'on a emmené en fait les manifestants pacifiques dans un guet-apens compte tenu du nombre de casseurs qu'il y avait là. Vous accusez le gouvernement je termine. Et dans la vidéo, on voit qu'en pleine conversation, et chacun peut juger du caractère strictement inoffensif de cette personne, il prend, visiblement, l'enquête le montrera, mais quand on voit l'impact, on le comprend, un tir tendu d'une grenade lacrymogène en plein œil. Manu a appris il y a 2 jours au bloc opératoire qu'il n'aurait plus l'usage de son œil. C'est donc le 25e éborgné parmi les Gilets jaunes. C'est inacceptable. Et donc moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement, loin de faire du maintien de l'ordre, parce que maintenir l'ordre, ça n'est pas étouffer et empêcher l'expression de la colère. En tout cas, la doctrine de maintien de l'ordre est absolument nullissime. Et le préfet l'allemand n'est pas à la hauteur de sa fonction. Et quand en plus, le lendemain, sa démission ? Bien sûr, parce que quand en plus, le lendemain, il remet le couvert en s'adressant à une femme qui l'interpelle, en disant « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp », quelle image de l'État républicain est donnée quand un de ses représentants se vit comme étant dans un camp adverse à une part de la population. Ça n'est pas ça l'ordre républicain, Yves Tréhard, et moi, l'ordre républicain, j'y suis attaché, vous l'aurez compris. Merci Adrien Quatennens. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes, via Julie Coulomb-Profisi. Et à demain, si vous le voulez bien.